Maman se rebelle, le podcast de la désobéissance maternelle. Salut et bienvenue sur Maman se rebelle. Ce n'est pas l'unique podcast qui parle des mamans, mais c'est le seul avec moi. Je m'appelle Anaïs, je suis maman solo de 2 enfants, sorcière à mes heures perdues, entrepreneur et surtout rebelle. Que vous soyez mère au foyer, maman active avec 1 enfant ou 5 enfants, que vous ne soyez pas encore maman, mais que vous vous intéressez par le fait de casser les préjugés sur la maternité, sur la parentalité avec une pointe de féminisme, eh bien vous êtes au bon endroit. Être maman entrepreneur, c'est être rebelle. Et oui, ça défie les attentes sociales traditionnelles et les normes de genre qui peuvent dicter le rôle d'une femme dans la société. J'ai retenu pour ma part 4 points. Le premier, c'est l'indépendance économique. Être maman solo/entrepreneur me permet de créer ma propre activité et de devenir financièrement autonome. Dépendre uniquement d'un emploi salarié ou du soutien financier d'une autre personne, que ce soit le conjoint, la famille, la banque, etc., c'est souvent relié aux structures économiques traditionnelles. Papa travaille, maman garde les gosses, et quand maman, elle bosse, le travail ne s'adapte pas non plus, sous peine de sanctions financières. Bah oui, effectivement, travailler moins, c'est gagner moins. C'est souvent maman qui s'adapte et qui en paie le prix. Pour ma part, je fais tout pour m'affranchir de ce mode économique tel qu'il est et tel que je le rejette. Deuxième point, l'équilibre personnel. Je définis mes propres horaires de travail et cette flexibilité me permet de concilier mes responsabilités et mes kiffs dans la vie. Ça aussi, à mon sens, c'est une rébellion contre les normes de travail rigides qui peuvent souvent négliger les besoins des mamans. Troisième point, la réalisation personnelle. Lancer ma propre activité en étant maman est une motivation. Et c'est aussi un moyen sûr de réaliser mes propres aspirations, de poursuivre mes passions, qui sont souvent naissantes, et au-delà même de mon rôle de mère. J'ose me rebeller contre l'idée que la maternité devrait être la seule source de satisfaction et d'accomplissement pour une femme. Je me lève le matin et je me dis pourquoi je le fais, pour qui je le fais, et je le fais uniquement si ça vibre. Le quatrième point, c'est le modèle inspirant pour les enfants. J'ai appris l'autre jour que ma fille voulait faire le même métier que moi, sans même savoir ce que je fais concrètement. J'ai trouvé ça hyper touchant et en même temps, je m'imagine qu'elle voit sa maman épanouie avec son activité et que du coup, ça donne envie. Montrer à nos enfants qu'il est possible de poursuivre ses rêves, de prendre des risques, et pas que sur le plan professionnel, et aussi de réussir dans tous les domaines de sa vie, ça fait partie du chemin, même si on doit repartir du stade 0. Montrer que nous, parents, on peut tout faire, peu importe ce que les autres disent, donc d'ailleurs, la vie des autres est la vie des autres, ça peut encourager nos enfants à défier les conventions sociales et à poursuivre leurs propres aspirations, ce qui est une forme de rébellion constructive en soi. Chaque personne peut avoir des raisons différentes de considérer l'entrepreneuriat des mères comme une forme de rébellion, ou pas d'ailleurs, mais ce qui importe le plus, c'est que ça corresponde à vos propres convictions et à vos propres objectifs personnels. Dans le même ordre d'idées, j'ai récemment fait une conférence sur le thème des mompreneurs et j'ai tenté de répondre à la question suivante. Est-ce que pour les mamans, c'est un réel choix d'entreprendre ou est-ce que c'est un choix de nécessité? Et c'est de cela dont je voulais vous parler dans ce podcast. En France, 40% des créateurs d'entreprises individuelles sont des femmes. Parmi elles, les mompreneurs, qui se revendiquent comme mamans et entrepreneurs, donc comme moi, entendent coupler création d'une activité indépendante très souvent exercée à leur domicile et la maternité. Qui sont-elles? Comment cette catégorie a émergé? Quel est le parcours de ces femmes? Ont-elles trouvé dans l'indépendance un moyen de mieux concilier travail et vie de famille? C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, malgré tous les combats pour l'égalité des sexes, l'arrivée d'un enfant continue d'affecter davantage l'activité des mères que celle des pères. En 2020, l'INSEE publie un rapport qui explique que 19% des mères en couple ont arrêté leur activité contre seulement 4% des pères et 27% des femmes ont opté pour le temps partiel contre 8% des hommes.
Pour leur famille et pour espérer avoir ou garder une vie professionnelle stimulante, plusieurs choix s'offrent à elles. Le premier, suspendre temporairement leur activité avec le congé parental, à savoir qu'il est non rémunéré ce congé parental et avec un maximum de 392 € d'aide sociale mensuelle. Je sais pas qui aujourd'hui vit avec 392 € par mois. Le deuxième choix, c'est le temps partiel. Il y a 3 fois plus de temps partiel en 2020 chez les femmes et la cause principale, c'est l'arrivée d'un enfant. En France, 76% des emplois en temps partiel sont occupés par des femmes. Aujourd'hui, dans un couple parental hétéronormé, c'est bien souvent la mère qui se retrouve à réduire, voire arrêter complètement son travail salarié pour s'occuper des enfants. Le père, quant à lui, subit lui aussi la pression de la société avec son devoir de subvenir aux besoins matériels de sa famille. La femme à la maison, l'homme au travail. Troisième choix possible, l'entrepreneuriat. Certaines mères se retirent complètement du monde salarié et elles créent leur entreprise. Sauf que, est-ce que c'est par choix, parce qu'elles ont une superbe occasion, un projet béton et ou la vocation de l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est parce qu'il fallait être à l'école à 16 heures et pouvoir ne pas aller travailler quand son enfant est malade, parce que c'est souvent sur les épaules de la femme que cette charge incombe. Au contraire des femmes, les hommes modifient toujours très peu leur comportement d'activité lorsqu'ils ont des enfants. Les enquêtes emploi montrent d'ailleurs qu'actuellement, 7% des hommes inactifs le sont pour des raisons familiales ou se déclarent au foyer, contre 54% des femmes inactives. Énorme. Alors, qui s'occupe des enfants ? Une mère va passer presque 2 heures par jour à s'occuper des enfants, dont seulement 10 minutes de jeu, soit 1h50 hors loisirs. Tandis que les pères ne consacrent, toujours hors loisirs, que 33 minutes quotidiennement aux enfants. Ce schéma familial, il pousse bon nombre de femmes à s'adapter. Elles ont besoin d'être plus flexibles au niveau du planning, et l'attrait pour une reconversion avec un métier qui est plus en adéquation avec leurs valeurs est très très tentant. D'autant plus que le travail et la famille sont les deux valeurs qui contribuent le plus fortement à définir qui vous êtes. Le fait est que la présence d'enfants diminue systématiquement l'importance relative accordée au travail, et ceci beaucoup plus fortement pour les femmes. On appelle cela le coût d'opportunité. Il y a aussi le fait que l'arrivée d'un enfant octroie un surcroît de tâches et une rigidité accrue de l'emploi du temps, rythme biologique de l'enfant, rythme des institutions ou services d'accueil, la garde, il y a l'école aussi. Et là encore, on voit que ce surcroît est principalement assumé par les mères qui se rendent disponibles pour s'adapter aux contraintes familiales. Le mode de fonctionnement des institutions n'a, quant à lui, pas été révisé du tout depuis très très longtemps et les femmes ont ajouté leur activité sur un système qui fonctionnait le temps où la femme n'avait pas d'activité rémunératrice et ou s'occupait du foyer. Aujourd'hui, il y a une réelle nécessité à ce que les femmes puissent travailler, nécessité pour elles d'être indépendantes financièrement, surtout dans un contexte de rupture des unions et de recomposition des familles qui ne cesse d'augmenter. J'ai un chiffre qui est de 20% des couples qui se séparent dans le mois de naissance d'un enfant. C'est près d'un couple sur 10, c'est énorme. Pourquoi aussi c'est important que les femmes puissent travailler ? Parce qu'il y a le fait que l'emploi des mères est le meilleur rempart contre la chute des enfants dans la pauvreté. Il y a aussi la montée ininterrompue du niveau d'éducation des filles, et il y a aussi l'injustice qui implique qu'un homme, qu'hommes et femmes, aient accès de la même manière aux libertés et aux contraintes qu'offre le travail. Et pour toutes ces raisons, de plus en plus de mères sont tentées par l'entrepreneuriat. Les mompreneurs, elles ont été décrites dans un reportage de France 2 du journal télévisé en 2012 qui s'intitulait « Connaissez-vous les mompreneurs ?» Donc les mompreneurs, elles ont été décrites comme, entre guillemets, des femmes qui décident de quitter un emploi salarié pour créer leur entreprise à l'arrivée d'un enfant et sont présentées comme un phénomène de société, pourtant jamais saisi par les sociologues. En fait, mompreneur, c'est la contraction du mot anglais mom,
qui veut dire maman, et d'entrepreneur. C'est un néologisme qui a été préempté par 2 Américaines en 2008. On a vu tout à l'heure que le travail et la famille sont les 2 valeurs qui contribuent le plus fortement à définir qui vous êtes. On a vu aussi que ça manquait d'alignement dans la valeur travail de la mère. Et le terme mompreneur, eh bien, il lie ces 2 valeurs. Et en fait, ça ne peut que fonctionner. Et ça résoudrait en apparence, et je dis bien en apparence, le conflit entre soins maternels et activité économique. Alors, quelles sont les motivations et les éléments déclencheurs de ces mompreneurs? On pourrait citer les motivations suivantes. Il y a le besoin de se sentir utile à la société et d'être reconnu. Il y a la valorisation de cette fonction de mère. Il y a ne pas choisir entre élever ses enfants et réussir en affaires. Et il y a la possibilité de mettre en place des pratiques parentales et éducatives qu'elles auront choisies. En fait, 75% des mompreneurs disent avoir créé une entreprise pour être indépendante. Et seulement 5% pour se consacrer pleinement à leurs enfants. Alors là, il y a une mise en avant du professionnel qui arrive en tête de la motivation, mais il y a quand même 59% qui souhaitent pouvoir équilibrer vie pro et vie de famille. J'ai repéré quelques éléments déclencheurs. Il y a l'appui du conjoint ou de la famille, qui sont eux-mêmes dans le milieu entrepreneurial. Il y a aussi un positionnement social favorisé qui va permettre de se lancer avec un soutien matériel en fond ou un transfert patrimonial. Il y a aussi une grossesse, période de remise en question plus, et aussi de quête de sens qui va là offrir une opportunité temporelle. Et le dernier élément déclencheur que j'ai noté, c'est l'expérience salariale qui va être décevante, difficile, voire déclassante. J'aimerais là vous partager mon témoignage, mon retour sur expérience. En fait, après avoir fait mes preuves scolairement et professionnellement, j'ai trouvé un moyen, en devenant mompreneur, de masquer mon retrait d'une position professionnelle qui était très confortable, où je gagnais bien ma vie, même si j'ai horreur de ce terme. Et j'avais aussi une possibilité d'évolution, mais les exigences étaient difficilement conciliables avec la manière dont je voulais assurer ma parentalité. Être mère a clairement déguisé un désinvestissement de mon activité professionnelle de l'époque, où je perdais le sens du pourquoi des choses. Je voulais avoir une disponibilité forte auprès de mes enfants, tout en étant valorisée professionnellement. Et ça, je me rendais compte qu'avec mon travail de l'époque, ce n'était pas possible. Je voulais aussi m'affirmer comme une mère attentive, sans être mère au foyer inactive ou salariée absente ou encore moins défaillante. En fait, c'est très attractif de pouvoir maintenir une identité professionnelle tout en se consacrant à nos enfants et pouvoir les accompagner au quotidien plus que ne l'aurait permis le salariat. Ça, c'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est aussi, à mon sens, la façon dont la mère, elle voit sa parentalité, que l'entrepreneuriat maternel va être attractif. Il y a donc cette injonction que se réaliser en tant qu'individu, ça doit forcément être égal à travail plus famille. Et devenir mompreneur semble être, a priori, le choix idéal pour cela, mais en laissant une disponibilité forte pour la maternité, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il reste de l'entrepreneuriat ? Il existe 2 types d'entrepreneuriat. Le premier, c'est l'entrepreneuriat d'opportunité. Et là, on va avoir des facteurs comme l'autonomie, l'indépendance, la liberté, l'argent, le défi, le statut social et la reconnaissance. Il représente 62% des femmes entrepreneurs. Et là, il s'agit d'un réel choix de vie et de l'accomplissement d'un projet, bien souvent. Il y a souvent un conjoint aussi ou la famille entrepreneur qui est derrière. Et c'est aussi le cas quand il y a un événement déclencheur comme une restructuration d'entreprise, par exemple, avec là un gros chèque derrière. Ou alors, c'est aussi le cas pour les grossesses, quand la jeune maman se pose des questions de reconversion ou de quête de sens. Ça, c'est souvent l'opportunité d'une seconde carrière. L'autre type d'entrepreneuriat est celui de nécessité. Celui-là, il aura les facteurs comme le chômage, le licenciement, la menace de perdre son emploi, ou alors de ne pas en retrouver un, ou alors par fuite d'un salariat qui va être toxique. Celui-là, il représente 38% des femmes entrepreneurs. Alors, il y a une particularité où le déclencheur peut être l'activité en elle-même. Ça va être le cas, par exemple, des coiffeurs et des ostéopathes. Dans ce cas, il s'agit bien souvent d'une vocation, alors que pour les autres, la nécessité peut venir après une carrière salariée difficile
ou avec un impact négatif sur la santé, comme par exemple le burn-out. La nécessité, ou l'urgence, engendre la précarité. C'est difficile de concevoir que devenir entrepreneur puisse être, d'une manière ou d'une autre, synonyme de précarité, voire de pauvreté. L'entrepreneur, dans notre société, il va incarner bien souvent la prise de risque, l'initiative, le sens des responsabilités, la capacité d'agir et de voir les opportunités, ou même le profit. Et l'entrepreneuriat, il est souvent aussi associé à une solution par les pouvoirs publics pour résoudre le problème du chômage et donc de la précarité. Pour autant, encourager la création d'emplois et la création d'entreprises par des femmes à la recherche d'un emploi et ou dans des situations précaires, et je considère la période de la maternité comme une situation précaire, fragile et instable, comme l'explique Marlène Schiappa, qu'on a vu d'ailleurs dans Playboy, ça se discute amplement. Et bon, bref, elle a dit la maternité est un facteur d'appauvrissement des femmes à long terme. Elle éloigne les femmes du marché du travail et induit une diminution de leurs ressources. Tout ceci, ça va contribuer très fortement au développement d'un entrepreneuriat de nécessité qui pourrait avoir des conséquences extrêmement préjudiciables pour ces mêmes personnes, et on le voit d'ailleurs très bien avec la réforme des retraites, où les femmes sont les grandes perdantes. L'entrepreneuriat de nécessité, ça va être ces mamans qui sont déjà en situation de précarité, sans forcément le savoir, parce que dépendantes financièrement de leur conjoint, en congé parental ou sans activité pour X ou Y raison. Et cette précarité, elle peut s'accentuer encore plus avec l'entrepreneuriat. Selon une étude du CNRS de Montpellier qui date de 2010, des femmes qui créent leur entreprise, elles sont fragilisées et agissent dans un environnement à la fois qui va les inciter à aller vers l'entrepreneuriat. Pour les attraits qu'il y a, par exemple la flexibilité des horaires, l'indépendance, la possibilité d'être plus disponible pour son enfant. Et en même temps, ça va être plus contraignant parce que plein d'incertitudes, parce que souvent seul, et parce que projet non structuré, donc non valorisé, donc fragile, donc exposé au moindre aléa. Cette étude, elle montre aussi que les périodes de crise économique, elles n'arrangent pas les choses dans le processus de création. On peut bien évidemment disposer de ressources, être très motivé, être doté d'une très forte envie d'entreprendre. Pour autant, s'occuper d'un enfant ou la charge du foyer, ça repose bien souvent sur la mère lorsqu'il y a un couple. Ou alors, s'occuper d'un enfant toute seule, pour les mamans solo, quand on connaît le parcours du combattant que c'est pour obtenir un mode de garde et être capable de le financer, il faudra d'autant plus de ressources et de motivation et d'envie d'entreprendre que pour un entrepreneur classique. Je voulais faire un point sur le régime de la micro-entreprise. Ce régime de micro-entrepreneur, il pousse à la création simple d'entreprises, oui, ok. Pour autant, on parle rarement des risques et des difficultés. Pour ma première reconversion, avant d'être coach de vie, j'ai ouvert un cabinet de naturopathie, après m'être formée en naturopathie avec ISUPNET, donc une école qui est connue sur Paris. Je n'avais aucune notion de comment gérer ma boîte. Et voici une liste non exhaustive des compétences qui me manquaient cruellement à l'époque. Faire une étude de marché, ou savoir faire une étude de marché. Avoir un plan structuré, une stratégie, savoir où je vais. Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, arriver à me faire tout un réseau. Apprendre à négocier ou à me vendre. Être créative ou m'autoriser à l'être. Développer une stratégie commerciale et ne pas rester seule. Toutes ces compétences-là, si je les avais eues à l'époque, ça aurait peut-être donné quelque chose de différent aujourd'hui. Créer une nouvelle activité s'avère très difficile aujourd'hui. En fait, créer une entreprise aujourd'hui, ça va être très facile aujourd'hui. Hop, on va sur Internet, on fait 2-3 clics et boum, on a sa micro-entreprise. Mais la pérenniser, ça, c'est une affaire qui va être beaucoup plus compliquée. La survie de cette activité, elle va dépendre de la motivation de la personne. C'est d'autant plus problématique que cette motivation, elle dépendra de si c'est un entrepreneuriat d'opportunité ou de si c'est un entrepreneuriat de nécessité. En gros, s'il s'agit d'une opportunité, vous vibrerez en fonction de l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté, de l'argent, du défi et de tout ce que ce projet peut vous apporter. En revanche, s'il s'agit d'une nécessité, et je rappelle que c'est le cas de 38% des entrepreneurs féminines, votre motivation, elle va être liée au facteur urgence.
et à l'émotion de peur que cela va engendrer. Bon, c'est loin d'être tout blanc ou tout noir, mais quand on est maman et qu'on vit une période aussi bouleversante et éprouvante qu'est la maternité, et qu'on crée sa propre entreprise avec tout ce que cela implique de disponibilité, d'énergie, de multiples compétences et de persévérance, parce que oui, ça c'est un vrai marathon. Et là, je parle autant de la maternité que de l'entrepreneuriat. Ça peut être hyper déroutant lorsqu'on ne s'y attend pas et que l'on n'est pas préparé et que l'on n'est pas entouré non plus. Et moi, je vois aujourd'hui des personnes qui ont leur boîte et qui arrivent à avoir un enfant et qui relancent leur boîte, et deuxième enfant et qui relancent leur boîte et qui maintiennent le truc à flot. Et en fait, ça peut aussi partir d'un entrepreneuriat d'opportunité, le je veux changer, je veux créer quelque chose, j'ai la volonté, et au final, passer dans l'entrepreneuriat de nécessité parce que, pas entouré, parce que pas de soutien, parce que le compagnon, il est pas là, parce que, pour X ou Y raison, pour la crise économique, etc. Et je pense qu'il faut en avoir conscience, il faut avoir conscience de tout ça quand on pense entrepreneuriat. En fait, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis simplement que ça se travaille et que ça ne se travaille pas seul. Là, le rôle de la famille et des amis et de l'entourage en général, il va être primordial. Et si on ne dispose pas de cela, eh bien, c'est là qu'il y aura la difficulté de créer son propre réseau. De la même façon qu'il faut un village pour élever un enfant, je dirais qu'une entreprise, c'est comme un enfant, il faut un village aussi. Donc, trouver les bonnes informations est nécessaire, mais souvent, clairement, ça relève du parcours du combattant. Enfin, juste aller voir le site de la BPI et vous aurez compris de quoi je parle. L'accompagnement après la création de l'entreprise, il est quasi inexistant. Il n'y a rien qui est prévu dans la phase où il faut gagner des clients et générer de l'argent. L'auto-entrepreneuriat, il peut être dangereux dans ce sens où, boum, comme je disais tout à l'heure, en 2 clics de souris et je deviens entrepreneur. Ok, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une prise de risque sur un avenir qui est incertain s'il n'y a pas de plan pour la période post-création. Et dans le plan, j'intègre les soutiens. L'une des solutions qu'on oublie souvent, c'est de considérer l'auto-entrepreneuriat comme une activité complémentaire à une période de vie, que ce soit lorsqu'on a déjà une activité ou lorsqu'on devient mère. Sauf que l'activité familiale, elle n'est pas rémunérée, elle. On peut quand même considérer cette période comme une passerelle pour basculer 100% dans l'entrepreneuriat au final. Une autre prise de risque, et donc ça, c'est aussi une prise de risque pour l'entrée dans la précarité, c'est l'organisation. Il faut savoir rebondir lorsqu'on est entrepreneur. Si vous travaillez pendant des années avec un seul client et que ce client il n'a plus besoin de vous, vous faites comment? Il faut payer votre loyer, il faut à manger dans son assiette et dans celle de ses enfants, c'est pas évident. Et il n'y a pas de chômage après. Ça, faut en avoir conscience aussi. Avoir une idée, c'est bien. Avoir un apport financier, du soutien autour de soi, c'est mieux. Mais penser qu'on va mettre en place son idée sans plan B, sans plan C, sans plan D, c'est hyper risqué. Et ce risque-là, il peut s'anticiper et on entre de nouveau dans le marathon. Qu'est-ce que je peux mettre en place en amont pour que je puisse vraiment vivre de mon entrepreneuriat de façon sereine? Il faut savoir se créer des conditions matérielles et personnelles adéquates, et c'est difficile de ne pas avoir de ressources, ni financières, ni matérielles. On ne peut pas monter sa boîte sans un minimum de stabilité et de visibilité à long terme afin de mettre en place une stratégie. Il n'y a pas de possibilité de recul si on est dans l'urgence. Parce que là, on sera acculé, on sera obligé de faire des actions qui sont pas forcément sensées. Pour une création d'entreprise, il faut prévoir entre 7 mois à 2 ans, voire peut-être parfois plus, ça dépend du projet, pour passer de l'idée à un concept, à une possibilité, jusqu'à la création d'entreprise. Et là, je parle juste de la phase d'avant. Donc attention, car lorsqu'on est dans l'urgence, qu'il y a une difficulté immédiate d'avoir des ressources, quand on ne retrouve pas d'emploi parce qu'on est parti en congé parental ou que le job ne nous convient plus, ça va être difficile de créer une entreprise dans ces conditions d'urgence et de précipitation. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Aussi, quand on tombe enceinte, il y a beaucoup de choses qui peuvent se bousculer dans la vie. Il y a l'organisation, il y a la création de cette nouvelle famille, il y a la communication dans son couple. Et je rappelle qu'un couple sur 10 se sépare
dans les premiers mois après la naissance de bébé, ça on appelle ça le baby clash. Eh bien, ça c'est à prendre en compte aussi. Il y a aussi l'envie de faire autre chose qui a plus de sens, tant d'un côté pro que d'un côté perso. Souvent, le regard porté sur les femmes enceintes au travail, il est complètement différent. C'est ce que Marlène Schiappa appelle le concept de plafond de verre. C'est l'ensemble des mécanismes économiques, managériaux, psychosociaux qui conduisent à entraver la vie professionnelle des femmes et à brider la carrière des mères. Ok, donc c'est un fait, la maternité ralentit la carrière des femmes. Ok. Les opportunités et les possibilités d'évolution, elles se font plus rares au travail et les inégalités hommes-femmes se creusent. C'est aussi cela qui pousse certaines mères à l'entrepreneuriat. Sur l'ensemble des créations d'entreprises en 2018, c'est 39% qui sont des femmes. Et ce chiffre, il est en constante évolution. Alors, si vous êtes une maman ou une future maman et que vous avez envie de vous lancer, je vous invite à vous poser, vous prenez une feuille blanche et un stylo et vous répondez aux questions que je vais vous poser. La première, c'est qu'est-ce qui me pousse vraiment à créer mon entreprise? Et pourquoi? Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est gagner de l'argent? Ok, mais pourquoi? Est-ce que c'est être indépendante? Ok, mais pourquoi? Etc, etc. Allez jusqu'à épuisement du « et pourquoi ?» pour savoir vraiment ce qui se cache derrière votre première motivation. C'est là que vous allez réussir à voir ce qui sort de vos tripes. Deuxième question, quel est mon projet et pourquoi ce projet? Qu'est-ce que je vais apporter au monde avec ce projet? Répondre à cette question va vous aider à aller encore plus loin dans votre pourquoi je fais ça. Troisième question, est-ce que j'ai besoin de moyens financiers, matériels, humains? Et si oui, les regrouper. Sinon, comment je fais pour les avoir et être sereine? Quatrième question, et ça c'est à vous poser régulièrement, où en est mon niveau d'énergie? Sur le plan physique? Sur le plan émotionnel? Sur le plan mental? Cinquième question, sur qui je peux compter et dans quel domaine? Là, je vous invite à vous faire une liste avec les domaines d'expertise pour ne pas avoir à y réfléchir au moment venu quand vous en aurez vraiment besoin. Sixième question, quelle organisation j'ai envie de mettre en place pour maintenir mon équilibre? S'organiser en amont sera toujours un gain de temps sur le long terme. Septième question, quels sont les risques? Pour pouvoir les anticiper et ne pas stresser. Huitième et dernière question, quelles sont les compétences requises pour ma création? Comment je peux me former et combien de temps cela me prend? Et là, je vous invite vraiment à planifier. Et si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, n'hésitez pas à vous faire aider. Pour conclure, je dirais que, pour ma part, l'entrepreneuriat au féminin, ça m'a apporté le fait d'être entourée par d'autres femmes entrepreneurs. J'en ai fait des amis, je pense, pour la vie, et j'ai rencontré vraiment de merveilleuses personnes. La deuxième chose que ça m'a apporté, c'est l'accomplissement personnel. Et ça, je l'avais vraiment pas dans le salariat, enfin, en tout cas pas à ce point. Et la troisième chose, c'est ma santé mentale qui a été boostée. Et là, je parle de l'estime de moi, de ma confiance en moi, de ma liberté, de mon autonomie, etc., etc. Pour autant, je garde toujours en tête que l'entrepreneuriat, au féminin en tout cas, c'est aussi une élévation des risques psychosociaux, c'est aussi une faible couverture des risques liés à la maternité, c'est la variabilité des revenus, donc ça veut dire une pression, une insécurité économique et même parfois de la précarité, et c'est aussi pas de possibilité d'arrêt maladie et une perte de revenus avec des charges qui restent, elles, fixes. Donc, être entrepreneur pour moi, c'est un mode de vie, et accepter l'autonomie de l'entrepreneuriat, tant sur l'organisation temporelle que physique, c'est accepter aussi mon statut d'indépendant, donc les risques économiques, sociaux et juridiques qui en découlent. Ça, je l'ai accepté, mais il a fallu que j'en prenne conscience. Parce qu'au début, je pense que l'entrepreneuriat, on se fait... c'est pas un monde de paillettes, en fait. Ça peut être hyper compliqué, et tant qu'on sait pas où est-ce qu'on s'embarque, et ben on s'embarque pas, en fait. Et ça, c'est important. Ou alors, on se fait, comme je disais tout à l'heure, on se fait aider. Et moi, ça a été une révolution pour moi aussi.
Au début, je suis partie dans l'entrepreneuriat, j'ai été seule. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré d'autres gens, je me suis fait aider, j'ai rejoint des groupes aussi d'entrepreneurs. Et ça a été révolutionnaire aussi pour moi. C'est là que j'ai découvert aussi le coaching et maintenant, j'ai un coach tout le temps en fait. Et ça, c'est important. C'est important aussi d'en prendre compte. Cet épisode de Maman se rebelle est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre écoute et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que Maman se rebelle aborde pour les prochains épisodes. Et pour cela, dites-le moi en commentaire sous le podcast ou sur les réseaux sociaux aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.